It's a lot of problems for the Swiss Muslim community living here in peace and in cooperation. Therefore, we are really seeking to intensify the cooperation between all peace-loving institutions and people in Switzerland, and to achieve a very constructive cooperation as we have achieved it in the Swiss Council of Religion, as Dr. Harald Rhein has already stated. Thank you very much. Merci beaucoup, mon professeur, Dr. Farhat Afshahar, président de la coordination suisse islamique. Je demande toujours, je sollicite toujours la noblesse de notre ami Ahmed Agil pour nous traduire l'intervention de Dr. Farhat Afshahar. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Moi, je représente l'organisation KIOS, qui coopère avec les autorités en Suisse pour représenter les musulmanes et les musulmans en Suisse. En Suisse, aujourd'hui, nous faisons face à deux problèmes. Un problème, c'est le problème de toutes les populations migrantes dans tous les pays du monde. Dans ce sens-là, la Suisse ne présente pas un exemple différent. Un autre problème, c'est que les médias tendent à importer des problèmes de l'étranger en Suisse pour semer la peur et créer des préjudices à l'égard des communautés musulmanes. Et le deuxième problème, il est principalement externe à la Suisse, mais il crée beaucoup de problèmes pour les communautés musulmanes qui sont affectées par ces préjugés-là. Nous essayons donc de travailler sur la collaboration, comme M. Rhein aussi, et c'est avec plaisir que M. Afshahar nous rejoint ce soir. Merci beaucoup. On commence notre activité officiellement avec l'intervention de Mme Dounia Bozar. Dounia Bozar est expert auprès de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de déradicalisation, des études en radicalisation, etc. Il a fait des missions de consultation aussi auprès de la gouvernement française. Il a beaucoup de travail au niveau de terrain, au niveau de l'université aussi. J'aimerais bien saluer sa présence aujourd'hui avec nous, malgré l'agenda rempli, malgré les engagements. J'aimerais bien aussi signaler que nous avons décidé d'établir une relation de partenariat avec l'association gérée par Madame Dounia Bozar. Il va nous parler en plus. C'est à vous, Madame, le parole. Merci à vous surtout de nous donner l'occasion de tous croiser nos regards pour avancer sur des questions difficiles. Bien sûr, je vais parler de l'expérience française parce que la France est souvent regardée sur la gestion de l'islam et elle a des spécificités qui rejaillissent parfois dans le monde entier. Donc, plutôt que de parler de principe, j'ai choisi de mettre en valeur les spécificités de l'histoire de France sur la gestion de l'islam avant de faire un petit état des lieux de la difficulté pour la France de faire la différence entre ce qui relève de la pratique musulmane, des musulmans pratiquants, et ce qui révèle un processus de radicalisation qui est souvent mal analysé. Alors, la première spécificité de la France, je vous le rappelle, même si vous le savez déjà, mais rappelons-nous que le premier contact avec l'islam de la France passe évidemment par les pays anciennement colonisés et donc par le regard quand même de l'époque, d'un Jules Ferry qui crée l'école obligatoire et gratuite, mais qui dit que, évidemment, les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Donc, nous sommes dans un premier contact avec la France, avec l'islam, pardon, de la France avec l'islam, dans un contexte de colonisation et d'un rapport évidemment où
on est dans un rapport de dominant à dominé. La deuxième contact avec l'islam de la France va se faire par les émigrés qui viennent en France pour avoir une vie meilleure après la reconstruction de la Deuxième Guerre mondiale et qui vont être très discrets. Ils vont se sentir, ils vont respecter les hôtes, c'est-à-dire les Français qui les font travailler chez eux. Les émigrés ne se sentent pas chez eux, ils se sentent de passage et ils vont être très discrets. Ils ne vont pas montrer leur islam, ils viennent là juste pour travailler. Quelques salles de prière ici et là, pas plus. Et ils vont éduquer les enfants dans la discrétion, dans on respecte les Français et on ne montre pas nos différences. Et puis arrive la première génération de Français de confession musulmane, des jeunes qui sont socialisés à l'école de la République, qui pensent en français, qui aiment en français, qui travaillent en français, qui prient en français parfois, qui sont élevés dans cette obligation et qui investissent la devise de la République, la promesse de l'égalité, la promesse de la fraternité. Ils l'investissent d'autant plus quand les parents arrivent de pays où des fois il y a eu un petit peu de dictature, pas toujours de transparence. Donc cette devise de l'égalité, elle est presque surinvestie par cette première génération de Français de confession musulmane. Ils vont à l'école, les premiers arrivent avec bac+4, bac+5, bac+6, ils rentrent dans les universités et là, ils sont victimes des premières discriminations. Rien de grave, nous sommes en 1980, ils vont voir le président François Mitterrand, rappelez-vous, et ils veulent dire au président, il y a un petit dysfonctionnement, on nous a promis l'égalité, on nous a appris l'égalité, mais pourtant, à notre faciès, on nous refuse les mêmes postes que nos petits copains, il y a des discriminations sur l'origine, corrigez ça, monsieur le président. Et là, c'est le premier début des dysfonctionnements, de mon point de vue, puisque au lieu d'avoir un vrai travail sur cette reconnaissance de la discrimination, eh bien, les journalistes appellent ça marche des beurs et résument les revendications uniquement à la demande de la différence, la reconnaissance de la différence, le demande du mélange, enfin bref, des revendications qui n'étaient pas premières, puisque la première revendication de ces Français de confession musulmane, c'était bien l'égalité, la non-discrimination. C'était une revendication sociale qui va être ethnicisée par les journalistes et les interlocuteurs et qui vont appeler marche des beurs. Là, oui, on arrive à une espèce de contradiction. Les jeunes, cette première génération se dit, mais alors, on ne montre pas nos différences, mais les patrons voient nos différences pour ne pas nous embaucher. Le modèle du citoyen universel qui ne montre pas ses particularismes est donc une supercherie. On s'en sert pour ne pas nous donner du travail. Et là, il y a une quête identitaire qui se met en place dans une situation de perte d'espoir social, une perte d'égalité, une déception de la devise républicaine. Et la question « qui sommes-nous » pour être traités comme ça se pose, va leur demander une recherche sur leurs origines et ils vont clairement décider de rompre avec l'obligation de discrétion de leurs parents, que leurs parents leur a transmis. Ils vont décider de ne plus être un peu moins musulmans pour être plus français. Et cette conscientisation de leur origine, de leur histoire, cette conscientisation de pouvoir vivre avec toutes leurs références, y compris leurs références religieuses, elle ne s'inscrit pas du tout comme un refus de la République française. Elle s'inscrit au contraire comme une volonté de s'inscrire au sein de la République française, à la fois français et musulmans, avec toutes leurs références. C'est vraiment une volonté de reconnaissance de ce qu'ils sont comme des Français à part entière, comme ils disent à l'époque, et pas entièrement traités à part. Malheureusement, nous sommes à une époque où l'islam politique fait son apparition évidemment en Iran, en Algérie, toute la question de l'Algérie, et leur revendication d'être à la fois français et musulmane va être perçue uniquement comme une preuve d'islamisme. Ça va être lu, d'ailleurs ça vient d'être dit, au prisme de ce qui se passe à l'étranger, et non pas comme une revendication de jeunes qui veulent être eux-mêmes bien dans leur pays. En face de cette discrimination qui s'amplifie, puisqu'on arrive à
une surenchère avec plus on essaye d'effacer cette visibilité musulmane dans les années 80, plus les jeunes vont la revendiquer en disant mais nous sommes ce que nous sommes et c'est pas pour ça qu'on est moins français que vous. Et à partir de ce moment-là, ils vont découvrir la laïcité, le système juridique de la laïcité, qui est la deuxième spécificité française. J'en dis quelques mots parce que c'est important dans le débat actuel. La spécificité française, le système, la laïcité française, c'est un système juridique qui, évidemment, est conçu pour l'acceptation de tout le monde, des musulmans, mais aussi des juifs, aussi des bouddhistes, de chaque personne qui aurait une croyance ou qui ne croirait pas, ou des personnes qui sont de conviction athée, qui ne croient pas en Dieu. Et c'est un système juridique qui veut sortir de la longue période française des persécutions religieuses, où il fallait embrasser la religion du roi pour être sujet du roi, donc un pays catholique qui imposait sa version du catholicisme. C'est un système juridique qui est instauré en France pour que les Français puissent avoir ce qu'on appelle un destin commun, au-delà de leurs différences, avec leurs identités multiples. Et bien sûr, c'est un système juridique qui, à la base, est instauré pour qu'il n'y ait plus de morale supérieure, de morale unique qui s'imposerait aux citoyens français et où finalement chaque vision du monde respecterait la vision du monde de son voisin. Bien. Mais il y a une spécificité, c'est que dans ce principe de laïcité, l'État, c'est la loi de 1905, l'État ne peut pas reposer donc sur une conception. On dit que l'État ne reconnaît aucune religion. Ça veut simplement dire que l'État ne veut pas prendre parti, puisqu'il veut justement traiter ses citoyens de la même façon. Et là, il va y avoir une grande spécificité française. C'est que les juges français vont estimer que toute personne qui travaille pour l'État, qui travaille pour l'intérêt général, ne doit pas montrer sa religion pour que ça rassure les usagers du service public. Autrement dit, dans tous les autres pays du monde, quand on veut faire respecter le traitement égal des usagers, à la poste, à la mairie, pour les services de l'État, pour l'école, quand on veut faire respecter le traitement égal des usagers, on demande à celui qui travaille de faire un serment professionnel. Il s'engage à traiter les gens de façon juste, qu'ils soient juifs, bouddhistes, musulmans, athées. En France, les juges estiment que pour que le fonctionnaire soit impartial, c'est-à-dire soit juste avec tout le monde, il faut qu'il cache sa religion. Et ça va être une deuxième spécificité française où les gens vont avoir l'impression finalement que ça vient entériner le fait que la visibilité religieuse, ça revient à du prosélytisme, que finalement, celui qui montre sa religion, eh bien, il veut imposer sa religion dans l'espace public. Il y a cette espèce d'inconscient collectif qui commence à se forger et qui présente ça comme une certitude. Bien entendu, les Français étant de culture catholique, ils ne voient pas les signes catholiques qui sont dans le paysage. Ils sont habitués aux églises, ils sont habitués aux croix. Mais par contre, ils vont commencer à diaboliser tous les petits signes de l'islam parce que ça ne fait pas partie de leur histoire et ils vont vraiment commencer à se monter contre les signes de l'islam. Mais ce n'est pas terminé. Il y a une troisième spécificité française qui va expliquer que Daesh ait pu embrigader autant de jeunes Français. Parce que je rappelle que la France a été en haut du hit-parade des djihadistes, en plus pour un pays non musulman. Il y a une troisième spécificité. La troisième spécificité, c'est que finalement, la France va faire voter une loi contre la visibilité des signes religieux au sein des écoles. La France va faire voter cette loi parce que des garçons